Donc, Monsieur le Président, Monsieur le Secrétaire perpétuel, Monsieur le Ministre, Madame la Secrétaire perpétuelle, Monsieur le Chancelier, cher Xavier, donc j'ai l'autorisation de te tutoyer. Le Secrétaire perpétuel m'a dit que dans cette compagnie, quand on était amis, on pouvait se tutoyer, et en Outre-mer, ça se pratique volontiers. Donc la tâche qui m'est confiée de t'accueillir cet après-midi, comme membre de l'Académie des sciences d'Outre-mer, est à la fois très, très agréable, du fait de notre amitié, mais redoutable aussi parce que tu es membre de plein d'autres prestigieuses compagnies, dont 2 académies de l'Institut de France, et que beaucoup parmi nous ont en tête encore les éloges de haute volée qui t'ont été prodigués lors de tes remises d'épées, 2 épées, s'il vous plaît, ou encore le discours badin et espiègle de Jean-Loup Dabadi quand il t'a accueilli sous la coupole en février 2015. Donc je ne vais pas rivaliser avec eux, mais plus modestement, saluer le chemin qui t'a conduit jusqu'à nous, et je dirais qu'il était temps, puisque tu es aussi un ancien ministre de l'Outre-mer. Tu as été élu membre de cette académie le 9 juin de l'année dernière, dans la 2e section, celle des sciences politiques et administratives, choix qui, à l'évidence, salue en toi un grand serviteur de l'État, qui couronne la part que tu as prise dans l'exercice de toutes tes fonctions au rayonnement de la France sur tous les continents, à la défense et à la promotion de la langue française, de sa culture, de la mise en œuvre des politiques de coopération et de solidarité en direction de l'outre-mer et des pays en voie de développement. J'en reviendrai un peu plus loin sur ces activités en leur faisant toute la place qu'elles méritent. Mais il m'a semblé que je ferais une erreur en isolant cette facette de ta vie, celle qui justifie ta présence ici, de tes autres engagements, aussi disparates qu'ils paraissent de prime abord. Le noyau central de toute ta vie, de toute ta carrière, cette passion qui t'anime, c'est d'abord la transmission. Une vocation d'enseignant que tu as embrassée très, très jeune, à l'âge de 21 ans, professeur de collège, il y a quelques 50 ans maintenant, dans quelques mois. Et cette vocation, tu ne l'as jamais véritablement abandonnée. Preuve en est ce dictionnaire amoureux de l'école publié il y a 2 ans, qui témoigne de cet émerveillement toujours intact que t'inspire l'école. Tu appelles ce miracle incroyable des intelligences juvéniles qui s'éveillent de cet espace où le savoir devient l'instrument de la liberté. Aujourd'hui, nous voyons malheureusement le monde universitaire et le monde scolaire peut-être bientôt dans une conception de la liberté un peu particulière, puisqu'elle est plutôt libertaire, mais que le savoir est assez secondaire quand on lit certains discours qui veulent qu'on donne 10 sur 20 aux copies de tous les élèves qui ne veulent pas passer les examens. Donc nous avons à retrouver quelques principes qui ont fondé la République et l'école de la République. Alors du métier d'enseignant, tu as connu toutes les facettes, classe de lycée, puis Cagnes, lycée Montaigne à Bordeaux, Louis-le-Grand. Beaucoup d'élèves ont gardé un grand souvenir de ton passage. L'inspection générale en 1992, qui n'a pas été pour toi une longue voie de garage, puisque tu en as été doyen de 95 à 98, mais juste après, tu es entré véritablement en politique, qui est sans doute une passion qui devait te tracasser depuis longtemps, donc directeur de cabinet de François Bayrou, puis conseiller d'Alain Juppé pour l'éducation en 1995, et en même temps, tu n'as pas cessé d'enseigner, tout en étant inspecteur général et conseiller de ministre ou de Premier ministre, puisque tu es devenu dans notre université Paris-Sorbonne professeur de littérature comparée, et en particulier au CELSA, de 1996 à 1999 et de 2005 à 2007, et c'est là où nous avons noué nos premières relations d'amitié. Et puis, grande responsabilité, en 2002, Jean-Pierre Raffarin t'appelle comme ministre délégué à l'enseignement scolaire, puis en 2007, ministre de l'Éducation, dans les 2 premiers gouvernements Fillon, et là, tu as d'ambitieux projets de réforme. Nul n'est plus convaincu que toi que la priorité pour l'école est l'exercice de sa mission fondamentale de transmission du savoir, contre tout pédagogisme, et nous nous souvenons tous de ce que tu as pu dire sur des institutions qui ont la peau dure, elles ont changé de nom, mais elles s'appellent SP maintenant, mais qui s'appelaient IUFM, et qui ne t'ont pas valu que des amis à l'époque où tu essayais de les remettre sur des rails un peu sensés. Tu as voulu pour ça te préserver l'institution scolaire et l'éducation nationale des pressions sociales, des effets de mode, mais sans verser pour autant dans une approche utilitariste.
tu es conscient qu'il faut vraiment réformer en profondeur, mais les pesanteurs du système, les syndicats, la contestation lycéenne, je n'ose pas parler de syndicats lycéens, d'ailleurs pas plus qu'on ne devrait parler de syndicats étudiants, le syndicat devrait être réservé, me semble-t-il, à des salariés, mais en tout cas, donc, les blocages ont été nombreux et la peur politique aussi t'a empêché, non pas de ta part, mais de la part des chefs de gouvernement et du président, t'ont empêché d'aller aussi loin que tu voulais dans ces domaines. Néanmoins, ta capacité de négociation a fait merveille, puisqu'on t'a demandé rapidement de changer de ministère et de passer au travail, relations sociales, famille, solidarité et ville, excusez du peu, ministère que tu as conservé jusqu'en mars 2010, et où tu as évidemment accompli un gros travail. Pour revenir à l'éducation nationale, je fais une petite parenthèse, puisque Mme Blanquer est parmi nous, pour espérer que l'actuel titulaire du poste, fils de notre ancien confrère et président Roland Blanquer, réussisse à la faveur des circonstances à mener ce vaste chantier. Et je n'oublie pas que c'est toi le premier qui l'a appelé à prendre de hautes responsabilités au sein du ministère en l'envoyant dans une contrée très agréable, qui est la Guyane, je crois, autant que je m'en souvienne. Et tu lui as rendu visite en naviguant sur les fleuves de Guyane, où je crois il a éprouvé quelques difficultés à un certain moment de son passage en Guyane. Alors tous ces emplois en disent beaucoup sur toi, et cependant on n'indique pas suffisamment ce qui a été ton vrai rôle tout au long de ta carrière, c'est celui d'un passeur de culture. Et en fait, tu n'as jamais cessé, même encore dans tes fonctions actuelles de chancelier, de chercher à faire passer des messages autour du savoir et autour de la culture. Tous tes ouvrages, ce n'est pas le lieu ici de les évoquer, il y en a tellement, mais en particulier cette histoire de la littérature française, puis l'imposante biographie de Mérimée, et bien d'autres ouvrages font partie de petits chefs-d'œuvre, je crois, que nous reconnaissons tous. Le métier de passeur, c'est pas seulement écrire, c'est aussi le verbe, et ton verbe est chaleureux, tout le monde le sait, agrémenté d'un élégant accent aquitain qui le fait chanter. Et chanter, c'est important pour toi, puisque tu es un grand amateur de musique, tu l'as pratiqué, tu es organiste en même temps, et pour agrémenter le tout, tu es un joyeux compagnon, tout le monde le sait, et la gastronomie fait partie de tes valeurs, ce qui est aussi quelque chose que nous partageons ensemble. Il y a juste un petit problème, c'est que tes papilles sont un tout petit peu trop burdigalophiles, et qu'il faudrait les promener un peu vers d'autres régions, mais la Bourgogne, pour un Bordelais, c'est un peu l'outre-mer. Alors, bon, je n'évoquerai pas tous les travaux, Tacite, Virgile, Ovide, thèse de 3e cycle, doctorat d'État, etc. Dans la carrière politique, et il me semble que c'est une partie de ta carrière à laquelle tu es très attaché, où tu as appris beaucoup de choses et tu as apporté beaucoup à tes compatriotes, même s'ils ne te l'ont pas toujours rendu au moment des élections. Donc adjoint au maire puis maire de Périgueux, et tu parleras d'un de tes prédécesseurs dans un instant, sénateur de la Dordogne, conseiller régional d'Aquitaine, et puis amoureux de cette Aquitaine, et en particulier du bassin d'Arcachon, où tu vas te ressourcer aussi souvent que possible. Parlons d'outre-mer maintenant. Dans ces portions du territoire national situées en dehors du continent européen ou en direction des pays étrangers, tu as beaucoup agi, en Guyane, à La Réunion. Tu étais attentif aux cultures de ces pays, et en particulier tu es un grand admirateur de l'œuvre d'Aimé Césaire, et tu as encouragé l'étude d'Aimé Césaire dans les classes après son décès en 2008. Et puis, tu as été ministre de la coopération. Tout à l'heure j'ai dit outre-mer, c'était évidemment une erreur de ma part, du développement et de la francophonie en 2004. Et là, tu as à la fois fait preuve d'un grand sens de compréhension des problèmes que pose ce ministère, mais tu as toujours aimé aller sur le terrain. Et chacun sait que tu es un grand voyageur, que tu as passé une grande partie de ta vie dans les avions, comme les ministres de l'Outre-mer, j'imagine. Donc, chacun a le souvenir de tes déplacements en Thaïlande au moment du tsunami meurtrier. Bien entendu,
tu t'es intéressé à la situation qui vient d'être évoquée de Mayotte et des Comores. Tu as présidé la commission de l'océan Indien en 2005 à Moroni. Et l'action humanitaire fait partie aussi des facettes de ta personnalité. Et aujourd'hui encore, tu présides la fondation Sanofi Espoir, dont l'objectif est la réduction des inégalités en matière de santé, en France mais aussi partout dans le monde, spécialement en Afrique subsaharienne. Cancer de l'enfant, lutte contre la mortalité maternelle et infantile, tout ça, ce sont les objectifs de la fondation Sanofi qui te prend une partie de ton temps, puisque les journées ont bien plus de 24 heures pour toi. La francophonie fait partie des sujets qui te passionnent depuis très très longtemps. Lorsque Laurent Fabius t'a remis ton épée d'académicien au Quai d'Orsay en octobre 2014, il rapportait que tu es sans doute le premier à avoir fait en Conseil des ministres une communication sur les enjeux de l'enseignement du français à l'étranger pour le rayonnement de notre pays. Et il le disait avec beaucoup, je crois, de reconnaissance et d'affection, ce qui veut dire qu'en France, sur des sujets majeurs, au-delà des différences politiques et de choix politiques au cours de sa carrière, on peut arriver à s'entendre. C'est ça la République telle qu'elle a été évoquée il y a un instant pour l'outre-mer. Nous pouvons être ensemble dans la diversité, y compris les opinions politiques, du moment que les gens soient de bonne volonté. Et puis arrive le moment de l'Institut français. Ambassadeur chargé de mission pour l'action culturelle extérieure de la France, tu crées l'Institut français qui essaye de rassembler les énergies françaises très dispersées jusqu'à maintenant dans le domaine de la promotion de la langue et de la culture française. Il est vrai que les budgets sont importants dans ces domaines, mais tout était extrêmement dispersé, et donc l'Institut français a été créé pour essayer de rassembler ces actions si dispersées, en comparaison un petit peu avec ce que l'Allemagne a fait avec l'Institut Goethe. Donc tu as pris la présidence, la première présidence de l'Institut français pour 4 ans. Ça n'a pas été toujours, je crois, d'après les échos que j'en ai eus de ta part, en particulier une partie de plaisir. Mais cette diplomatie culturelle, repensée en fonction des populations auxquelles elle s'adresse, et non pas en fonction d'une certaine arrogance de la France qui aurait une supériorité par sa langue et par sa culture, c'est quelque chose que tu as admirablement, une conviction que tu as admirablement portée. En particulier autour de la langue, je cite une de tes formules, l'anglais vient à nous, on va vers le français, donc il faut évidemment, ce qui vient d'être dit, et mon intervention prolonge celle de M. le ministre Barouin, il faut donner le désir de France, et le désir de langue française, et le désir de culture française, le désir de littérature française, de cinéma français, et le reste viendra. L'économie suivra du moment que nous ayons la fierté de cette culture sans pour autant la sortir d'arrogance. À l'Institut français, donc, le travail a été extrêmement délicat, difficile, parce qu'il y a des lourdeurs dans notre système, parce qu'il y a un certain nombre de personnalités qui s'expriment de manière très indépendante de Paris et qui gèrent un petit peu les postes à leur gré. Tu as essayé de fédérer tout ça, de remettre un peu d'ordre. Ça n'était pas facile, 150 établissements dans 91 pays. Tu as fait ce que tu as pu. J'espère que l'Institut français continuera à vivre et à prospérer avec les moyens qui sont les siens. Évidemment, on peut toujours rêver qu'il y en ait plus, mais on peut surtout dépenser beaucoup mieux l'argent et éviter de trop le disperser dans des actions culturelles d'apparence flamboyante, mais qui sont souvent extrêmement superficielles. Ça n'est pas simple, c'est évidemment le rôle du ministre des Affaires étrangères et du gouvernement tout entier que de donner cette impulsion qualitative à une institution comme l'Institut français. Alors, dans toutes ces années, dans tes différents ministères ponctués de nombreux déplacements aux 4 coins du monde, tu as retiré le sentiment que la France a encore de puissants atouts et qu'elle est attendue parce qu'elle est porteuse d'un message qui manquerait au monde s'il venait à s'éteindre. Et c'est une conviction que, je crois, au sein de cette académie, nous partageons tous. Tu as beaucoup admiré aussi, et tu l'auras dit, le dévouement de tous les Français qui, loin des querelles parfois un peu dérisoires de la métropole, et en ce moment, Dieu sait si nous sommes servis en matière de querelles dérisoires, mais avec quels enjeux majeurs, font aimer notre patrie dans ses traditions les plus authentiques. Je crois que les étrangers qui font du tourisme en ce moment en France sont moins persuadés de ce que je viens de dire, mais ça va changer. Je ne peux pas
imaginer que ça dure des mois et des mois. Le regret que tu as eu dans tes différents ministères, dans tes différents postes, c'est de ne pas avoir toujours pu faire tout ce que tu voulais. Néanmoins, lorsque le président de la République est venu sous la coupole il y a quelques jours, le 20 mars dernier, il a conforté l'Institut français dans sa mission majeure, celle que tu lui avais, le souffle que tu lui avais donné dès le départ en désignant l'Institut français, je cite Emmanuel Macron, comme le principal opérateur de la promotion et de la diffusion du français dans le monde et en lui fixant de nouveaux objectifs. Donc ainsi ont été reconnus la valeur et la pertinence de ton action, ce qui est généralement le cas, sauf exception rarissime et en général perdue dans des territoires très éloignés. Alors je ne peux pas ne pas évoquer évidemment le moment où tu as rejoint l'Institut de France, d'abord notre Académie des sciences morales et politiques, dont tu es devenu le secrétaire perpétuel en 2011 et auquel j'ai l'honneur redoutable de te succéder depuis quelques mois, depuis un an. Tu as évidemment aussi trouvé dans ces fonctions l'occasion d'être actif sur la scène internationale. Je pense en particulier à une fondation à laquelle nous sommes très attachés au sein de notre académie, qui est la fondation franco-taïwanaise, puisque cette fondation, qui est financée par les Taïwanais, est l'un des rares lieux de contact approfondi entre les Français et les Taïwanais autour de questions culturelles, puisque nous délivrons des prix à un certain nombre de chercheurs et d'artistes travaillant à une meilleure connaissance mutuelle entre la France, l'Europe et Taïwan et la Chine, la grande Chine, plus largement. Nous sommes tous absolument certains, et je parle devant Catherine Bréchignac ici, que dans tes nouvelles fonctions de chancelier de l'Institut, tu permettras aux 5 académies de l'Institut à la fois de nouer des relations plus étroites avec les autres académies qui existent à Paris et en France, et en particulier celles des sciences d'outre-mer, puisqu'elles elles existent, mais elles pourraient être plus approfondies, et je pense que nous avons à réfléchir ensemble à ce qui est possible. Également, il y a beaucoup d'académies de province qui font un travail extraordinaire et qui sont réunis en particulier au sein du comité des travaux historiques et scientifiques, et nous essayons de nouer des relations plus étroites avec ce comité qui ne se sent pas très à l'aise dans son rattachement actuel. Donc je pense qu'un rapprochement plus avec l'Institut de France pourrait être utile et intéressant pour tous. Et j'ajouterais que tu as pris, il y a 2 ans, la présidence de Défense de la langue française, DLF, qui est une association dévolue en général à un membre de l'Académie française, et qui a pour devise, ce qui est très joli, ça pourrait être notre devise aussi, enfin la nôtre est inscrite ici, elle est très jolie, mais ni purisme, ni laxisme. Et je pense que c'est comme ça que l'on peut défendre le mieux la langue française, c'est-à-dire accepter qu'elle évolue, accepter qu'elle soit parlée avec des intonations et des accents différents de celui de Paris et du reste de la France, et cette association joue un rôle tout à fait important. Alors j'évoquais notre devise, donc tu sais que notre académie a été fondée en 1922 sous un nom qui est l'Académie des sciences coloniales, qui n'est devenue d'outre-mer qu'en 1957, donc plusieurs années après la Seconde Guerre mondiale, et le premier secrétaire perpétuel, Paul Bourdary, a résumé l'état d'esprit de cette Académie des sciences coloniales devenue d'outre-mer: savoir, comprendre, respecter, aimer. C'est une magnifique devise qui témoigne de ce que l'on osait appeler encore à l'époque, et je pense qu'il n'y a pas de honte à avoir, la mission civilisatrice de la France. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas d'autres civilisations, ça ne veut pas dire que ceux qui ne sont pas français sont des barbares, mais nous avons une vraie mission civilisatrice qui remonte à très longtemps, qui remonte au Moyen-Âge, et que nous devons exercer. Nous avons vraiment des devoirs dans ce domaine-là, sans aucune arrogance, et en même temps avec ce qui est l'esprit de cette académie, avec une mentalité d'accueil vis-à-vis des autres cultures, puisque nous avons énormément reçu à la fois des cultures des pays d'Europe, mais aussi de cultures plus lointaines, et nous continuons à recevoir, et nous continuerons. Et donc l'Académie des sciences d'outre-mer, comme les académies qui constituent l'Institut de France, sont des lieux justement de ces échanges autour des différentes missions civilisatrices de tous les pays du monde qui ont véritablement réfléchi à ce qu'est une civilisation. Aujourd'hui, c'est un mot qu'on hésite un tout petit peu à utiliser, civilisation, mission civilisatrice encore plus, ça fait un peu néocolonial, et pourtant c'est quelque chose d'essentiel. Le chef de l'État
dans ce discours que je viens d'évoquer du 20 mars, nous a invités à faire de la francophonie non pas seulement une projection de la France dans le monde, mais le bien commun de tous les peuples qui ont le français en partage. Et notre Académie des sciences d'outre-mer, sous la direction de notre confrère Jacques Comby et de notre secrétaire perpétuel Pierre Génie, vient de publier le dictionnaire des synonymes des mots et expressions des Français parlés dans le monde. C'est un ouvrage qui contribue de façon essentielle à justement cette mission des Français via leur langue étant un moyen justement de communiquer, de transmettre, d'échanger avec l'ensemble des cultures du monde. Donc, nous savons pouvoir compter sur toi pour continuer de servir à nos côtés ces nobles et justes causes, en particulier celle de notre devise. Donc, bienvenue, mon cher Xavier, parmi nous. Merci. Merci pour cette présentation. Monsieur le chancelier, monsieur le ministre, chers confrères, depuis le mois de juin l'année dernière, vous avez la parole. Merci beaucoup, monsieur le président. D'abord, je voudrais évidemment remercier Jean-Robert Pitt de la manière dont il a, malgré les maladies qu'il a attrapées à force de boire trop de Bourgogne, fait un éloge trop généreux et trop fraternel. Nous nous connaissons depuis très longtemps. Merci, mon cher Jean-Robert, de ton accueil. Vous ne m'avez pas facilité la tâche en commençant par laisser parler le ministre François Baron avant moi, le charme, la compétence, une éloquence exceptionnelle. Ma femme m'a tout de suite fait un petit texto en disant surtout n'oublie pas de l'embrasser. J'ai dit, il n'en est pas question, lui ai-je dit. Et une fois de plus, François Baron nous a fait un exposé magnifique. Nous sommes amis depuis longtemps, je suis très heureux de le retrouver ici. Je salue évidemment mes deux confrères, secrétaire perpétuel, Catherine Bréchignac et à nouveau Jean-Robert Pitt, et mon troisième confrère, désormais comme secrétaire perpétuel, cher monsieur Génie. Et vous, mesdames et messieurs les académiciens, chers consoeurs, chers confrères de l'Académie des sciences d'outre-mer, je vous remercie de m'accueillir parmi vous. Alors, mesdames et messieurs, vous me faites honneur, évidemment, en m'élisant parmi vous, et je vous en remercie, mais ma gratitude est redoublée par l'occasion que vous m'accordez d'occuper le fauteuil d'Yves Guéna. Je fus son successeur comme maire de Périgueux, puis comme sénateur de la Dordogne, maintenant comme académicien des sciences d'outre-mer. Saluer sa mémoire m'est un devoir quasi filial. Yves Guéna nous a quittés il y a 2 ans, à l'âge de 93 ans, et nous avons tous encore en mémoire la cérémonie d'hommage national dans la cour d'honneur des Invalides, l'éloge funèbre prononcé par le président de la République devant tout ce qui compte en France. Cet éloge résonne encore à nos oreilles. Et je revois surtout, avec émotion, car je l'aimais beaucoup, la silhouette frêle, digne, droite de Madame Guéna, entourée par les seins innombrables de ses enfants, de ses petits-enfants, et même de quelques-uns de ses arrière-petits-enfants. Madame Guéna nous a quittés il y a peu. Vertige du temps, me disais-je dans cette cour d'honneur des Invalides, du jeune enfant, modeste, boursier, qui rêvait d'orage désiré, au cercueil drapé de tricolore, accompagné par les roulements de tambour et de la sonnerie aux morts, à l'ombre du tombeau de Napoléon. Quelle destinée romanesque, quel itinéraire glorieux furent ceux d'Yves Guéna. Il était issu d'une famille modeste de Bretagne, excellent élève, et il venait d'être admis en Hippocagne, à Rennes, quand il entendit parler de l'appel lancé par le général de Gaulle le soir même du 18 juin 1940. Le lendemain, sans hésiter, sans prévenir les siens ni ses camarades de classe, il monte à bord d'un remorqueur de la marine qui l'emmène à Ouessant. Puis, dans la nuit du 19 au 20 juin, il embarque sur le premier chalutier qu'il trouve, en direction de l'Angleterre. Mesdames et messieurs, imaginons cet adolescent, il a juste 17 ans, seul dans sa traversée nocturne, le regard perdu sous la voûte étoilée, voguant vers son destin.
quel cran, quelle volonté. Dirigé vers le camp de Camberley, il est incorporé tout de suite dans les forces françaises libres, malgré son jeune âge. Il n'est toujours pas âgé de 18 ans. Il a juste en 2 semaines le temps d'apprendre à marcher au pas. Et il participe au premier défilé du 14 juillet à Londres. Après une période de formation, il est envoyé en Afrique. Et en 1942, il est affecté dans une automitrailleuse du 1er régiment de Spahis, participant notamment à la bataille d'El Alamein d'octobre 1942. 18 mois plus tard, il est lieutenant. Il débarque avec la 2e DB, dont il portait fièrement l'insigne toute sa vie. Il remonte avec cette 2e DB vers Paris. Et aux abords de Paris, près d'Alençon, il est grièvement blessé. À peine soigné, quelques mois plus tard, fin 1944, il rejoint la 2e DB et le général Leclerc. Il va se battre en Alsace. Il ira jusqu'à Berchtesgaden, puis participera à la libération de Dachau, où effaré, il s'écrira « J'ai vu là la réalité de ce que j'avais su devoir combattre ». La paix revient. Le 1er mars 1946, Yves Guéna est admis dans la première promotion de l'ENA. Il bénéficie d'un régime d'accès facilité pour les engagés volontaires de la France libre. Il en ressort contrôleur civil, puis maître de requête au Conseil d'État, mais qui imaginerait Yves Guéna rédigeant des arrêts dans la bibliothèque du Palais Royal. Le retour du général de Gaulle aux affaires arrive à point nommé pour relancer le cours des choses. En 1958, il est directeur de cabinet du garde des Sceaux, Michel Debré. Il participe à la rédaction de la Constitution de la Ve République. L'année suivante, il suit Michel Debré, devenu Premier ministre, comme directeur adjoint de son cabinet. Puis, il est envoyé en Côte d'Ivoire, en juillet 1959, comme haut commissaire pour préparer l'indépendance et, juste après l'indépendance, il est notre premier ambassadeur en Côte d'Ivoire. Cette mission délicate lui a donné la passion de l'outre-mer, passion qui justifia son élection parmi vous. Mais Yves Guéna ne tient pas en place, le pantouflage n'est pas son genre. Après un nouveau passage éclair au Conseil d'État, vinrent enfin des années auxquelles il aspirait l'aventure politique. Il se lança dans cette aventure sans plus rien ménager pour plus de 40 ans. Il fallait d'abord un ancrage. Grâce à son épouse, Oriane de la Bourdonnais, qui a des attaches à Chanterac, ce sera la Dordogne, où il n'avait jamais mis les pieds auparavant. Il y est élu député en 1962 et le restera jusqu'en 1981, quelques interruptions étant liées à ses fonctions ministérielles. Ministre des Postes et Télécommunications dans le gouvernement Pompidou IV, puis brièvement ministre de l'Information, puis à nouveau ministre des Postes et Télécommunications dans le gouvernement Couve de Murville. En 1970, il est élu conseiller général de la Dordogne, seul de son parti. Dans la minorité de l'Assemblée départementale, nous étions un, dit-il. J'étais seul de mon avis. Pas de quoi le troubler. Il y siégea 20 ans, il y semé un ramdam incroyable. En mars 1971, il tente pour la 3e fois de se faire élire aux élections municipales de Périgueux, où il avait échoué jusque-là. Sur dernier assaut et couronné de succès, il est élu, et il sera réélu maire 4 fois, en 1977, en 1983, en 1989, en 1995. Et je me souviens du slogan des adversaires de 1995 qui disait « Il commence à être trop vieux ». Résultat des courses, il fit 70% des voix. Il ne quittera ses fonctions qu'en janvier 1997, quand il sera nommé au Conseil constitutionnel par le président du Sénat, René Monory, et qu'il m'appelait pour lui succéder comme maire. Mais restons-en aux années 1970. À peine élu député UDR en 1973 sous la présidence de Georges Pompidou, il entre au gouvernement Mestmer, qui fut aussi des votes dans cette académie, et devient ministre des Transports.
Il dessine le tracé de la première ligne TGV entre Paris et Lyon, développe le programme Airbus, conçoit la création et propose le nom de l'aéroport Roissy-Charles de Gaulle, décide des premiers travaux du tunnel sous la Manche. Actif toujours et partout, entre 1977 et 1979, il est aussi à la manœuvre au RPR, au Rassemblement pour la République. Il est trésorier général du parti, avec Marie-France Garot, Pierre Juillet et Charles Pasqua. Il fait partie de ce qu'on appelait la bande des quatre, qui conseille et entoure Jacques Chirac. Mais en 1981, l'élection de François Mitterrand le marginalise brutalement. Je me souviens très bien de ce qu'il me disait. Moi qui déteste la musique, contrairement à vous, rendez-vous compte que je suis condamné à écouter France Musique car je n'en peux plus d'entendre en boucle des nouvelles qui flattent le nouveau pouvoir. Il semble tenté par la retraite, il fait mine d'être blasé, d'être revenu de tout. Personne n'y croyait, évidemment. La preuve, il se lance aussitôt dans une campagne acharnée pour se faire élire sénateur. Et en 1989, malgré un corps de grands électeurs très majoritairement à gauche, il est élu et sera aussitôt vice-président du Sénat. Enfin, en 1997, il est nommé membre du Conseil constitutionnel par le président du Sénat. Est-ce qu'il y a un petit peu d'eau, s'il vous plaît? Du président du Sénat, René Monory. Il en deviendra le 7e président jusqu'au 9 mars 2004. Gaulliste un jour, gaulliste toujours, selon ses propres termes. Yves Guéna est ensuite président de l'Institut Charles de Gaulle de 1999 à 2006, tout en occupant, entre 2004 et 2007, les fonctions de président de l'Institut du monde arabe, toujours l'outre-mer. Mesdames et messieurs les académiciens, merci. Nous avons ici chevauché ce parcours inouï, mené avec énergie, avec hardiesse. Il fallait bien que je dresse devant vous cette fresque épique, même si tout le monde en avait déjà un peu connaissance. Je ne vous ai sans doute rien appris. Mais j'ai eu la chance de côtoyer Yves Guéna pendant 35 ans. Je voudrais donner un tour un peu plus personnel à cette évocation. Je me souviens des premiers pas d'Yves Guéna à Périgueux, au début des années 60. Mon père, qui était un résistant, honoré par la médaille des Justes, un gaulliste acharné, je cite, c'est lui qui utilisait cet adjectif, nous dirions fervent, fut en contact avec lui dès le début, il s'engagea à ses côtés et fut ensuite son premier adjoint à la mairie. Mes parents se voyaient donc très souvent avec les Guéna. Mes parents aimaient le recevoir. C'était toute une affaire. On sortait des rallonges pour placer 14 ou 16 convives. Maman cuisinait son lièvre à la royale, le plat préféré d'Yves Guéna. Papa sortait ses meilleurs vins de la cave, du Bordeaux, mon cher Jean-Robert. On ne causait que de politique et tout le monde parlait en même temps. Puis de temps en temps, le brouhaha se calmait, parce qu'Yves Guéna levait la voix, voire claquait dans ses mains pour qu'on écoute un peu. Tout le monde se taisait. Et tout le monde était frappé par son autorité naturelle, par sa connaissance des affaires, par son jugement informé, parfois abrupt, voire sévère, sur les dossiers, sur les gens, par son allant de conquérant, par son passé brave et vaillant. Il fréquentait les allées du pouvoir, citait sans cesse les noms propres les plus prestigieux. J'avais moins de 20 ans. Il ouvrait pour le jeune provincial que j'étais des perspectives et des lueurs insoupçonnées. C'était une sorte d'oncle d'Amérique. Je fus plus tard son adjoint à la culture. L'aspect autoritaire, voire péremptoire qu'on lui prêtait, et qui m'en imposait beaucoup, céda le pas à des relations très agréables, une grande ouverture d'esprit, un intérêt réel pour les enjeux du savoir, une curiosité pour les projets culturels, beaucoup d'humour. C'était un amoureux du théâtre, des belles lettres, très féru d'histoire, curieux de tout spectacle, point trop mélomane. Il m'a laissé le champ libre. Faites comme vous voulez, disait-il. Vigilant, mais ouvert, il aimait converser. En fin de journée, lorsque nos échanges avaient passé en revue les aléas du moment, la discussion bifurquait et se prolongeait.
Il se levait, et il débutait toujours ainsi. Bon, laissons là toutes ces choses ordinaires, et voyons maintenant comment va la France. Et là, il se lançait dans de vastes analyses, brocardant les lâchetés, daubant sur les bêtises, imaginant des solutions intropides, et malgré ses embardées hasardeuses, comme son aversion pour l'Europe ou pour l'euro, ou son refus de voir jamais l'Allemagne se réunifier, c'était un festival de drôlerie et de profondeur. Il se piquait aussi de littérature. Il savait des dizaines de poèmes par cœur, notamment de Saint Jean de Perse. En toutes circonstances, même pour faire le bilan annuel du Conseil constitutionnel, il rédigeait en alexandrin, qu'il modulait sur un ton grave à la Louis Jouvet. Il aimait écrire sur l'histoire, comme le prouvent ses biographies de Catilina, du duc de Lauzun, du baron Louis, le ministre des Finances de Louis XVIII, qui était de sa famille, ou de la famille de sa femme, ou de la famille Wendel, dont son épouse descendait. Il commit même une pièce de théâtre, une version moderne de Phèdre, qui eut son petit succès. Mais quel orateur! Il avait instauré en Dordogne un rite, celui d'un dîner républicain chaque soir du 18 juin. Là, devant l'armée disparate de ses partisans, venus de partout comme à la grand-messe pontificale, il feignait d'improviser une harangue émaillée de bons mots, de vacheries, de banderilles, de souvenirs épiques, de clameurs guerrières, d'appels à les sursauts en tout genre, de promesses de lendemain qui rechanteraient, d'anathèmes, de citations gauliennes, etc. C'était un numéro formidable. Ce prêche de commandeur des croyants servait de stimulant aux élus et aux militants qui repartaient ragaillardis jusqu'à l'année suivante. L'œuvre d'Yves Guéna, exercée sur Périgueux et sur son terroir pendant plus d'un quart de siècle, est impressionnante. Il s'est engagé personnellement sur toutes les questions vitales, du dynamisme local, social, culturel, économique, de son terroir d'adoption. Il jouait de son entre-gens, de sa réputation, de son autorité morale, de son savoir administratif et législatif. Il me laissa ensuite continuer pendant 2 mandats sans trop exercer une tutelle trop pesante, encore que. Et ils m'ont voulu terriblement, en 2008, de n'avoir pas pu contenir la vague rose. À dire vrai, ils ne le voyaient pas, mais tout avait basculé dans les vieilles terres radicales du sud-ouest, où face à une politique de droite plus marquée, celle de Nicolas Sarkozy, les radicaux étaient revenus dans le camp du socialisme. Les temps et les couleurs politiques étaient autres, mais comme il disait, je ne veux pas le savoir. Et il n'avait nullement l'intention de s'accommoder, de se laisser aller. Je cite toujours. Malgré sa hauteur naturelle, Yves Guéna a non seulement accepté, mais même adoré les servitudes et les trivialités de la vie politique. Il semblait s'en amuser, voire les rechercher. Et je me souviens, lorsqu'on se promenait dans les rues, dès qu'il repérait un café peuplé de militants communistes ou de gens un peu embrumés, il sautait à l'intérieur du café pour aller ferrailler et convaincre. Il adorait susciter, titiller les adversaires et donner prétexte à des débats, à des batailles interminables. Et il citait les communistes à l'ancienne en particulier. Au cœur de ces chicanes, même quand elles frôlaient le cloche-merlesque ou qu'elles sombraient dans la patronade, il restait à la fois chevalier stoïque et paladin populaire. Du coup, il n'était pas de tout repos pour son entourage, amis, compagnons ou disciples. En Dordogne, tout le monde l'appelait le patron, craignant son humeur et son humour. Car, révérence gardée, il y avait du Buster-Keaton en Yves Guéna, où se mélangeait l'art de sembler imperturbable et le sens de la dérision la plus caustique. Aidé par son admirable épouse, Madame Guéna, qui était présidente à vie de son fan club et qui courait dans les salles de réunion en criant « Vive Guéna !» pour que tout le monde le crie dans la salle, il menait son petit monde d'une main ferme, sa famille, son domaine de Chantérac, ses 7 enfants, sa ville, son parti, sa carrière nationale, tout le monde filait doux.
indifférent à la mesquinerie, inépuisable dans l'action, stimulé par l'adversité, sceptique face aux tactiques médiocres, cassant avec les imbéciles et les fâcheux, et Dieu sait s'il y en a, Yves Guénin incarnait à mes yeux le sens de l'État et le rejet de tout renoncement. Comme il disait parfois, il était à craindre que sa fière conception d'action publique fût désormais démodée et que l'on soit revenu à des temps ordinaires. Or, l'ordinaire n'était pas son fort. Personne n'a plus marqué ma vie que lui. Je lui dois une part de ce que je suis. Je l'aimais. Je vous remercie, mesdames et messieurs, les membres de l'Académie d'Outre-mer, des sciences d'Outre-mer, de m'avoir donné l'occasion d'évoquer, avec une piété romaine qui ne lui aurait pas déplu, cet homme qui incarna toutes les facettes de la liberté, ce terrible bretteur qui fut surtout un grand seigneur.